Il nous rejoint Emmanuel Salle, le président de la financière de la Cité. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Guillaume. Et il fait nuit déjà là, c'est pas. Alors, c'est l'après-midi, on dit pas, c'est pas bonjour. Ah, mais c'est Bon. tout à fait. C'est comme le souper. En fait, le déjeuner avant, c'était le souper, c'est ça, ça Ah s'appelle non, le souper c'était juste avant, juste avant minuit le souper. Ah oui, alors le dîner, c'était quoi avant? C'était Ah, le dîner, c'était le déjeuner, C'est absolument, ça. jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Quand j'étais jeune. Ah oui, non, c'était encore avant, d'accord. Bah oui, à l'époque vous n'étiez Pas même con- plus jeune. C'est ça. Vous allez rendre votre verdict, Emmanuel, aujourd'hui face au marché. Cet instant qu'on va vivre, ce moment, ce verdict, est-ce que vous l'assumez? Je l'assume. On vous écoute. Écoutez, mon sentiment, c'est que les principaux freins à la croissance européenne, c'est la Chine et c'est la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. La Chine et la BCE sont le verrou de la croissance européenne. Vous placez la BCE en adversaire de la croissance européenne au même titre que la Chine. Écoutez, c'est même assez. Je crois qu'il y a un certain rapport. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le fait cette relation, c'est le président de la République lui-même qui, de retour de Chine, interviewé par l'un de vos confrères des Échos, a signalé que d'une part, la Chine ne jouait pas les rôles le jeu, si je puis dire, du commerce international. On sait aujourd'hui qu'elle a atteint 1000 milliards d'excédents commerciaux, c'est un record absolu. Et d'autre part, il a mis en cause également la politique monétaire de la BCE, qui dans ce contexte, plutôt que de soutenir la demande interne européenne, à savoir la consommation et l'investissement, demeure extraordinairement restrictive, avec des taux d'intérêt à long terme qui remontent, qui sont contraints par la politique de contriction du bilan de la BCE, et avec des déclarations d'ailleurs assez surprenantes d'Isabelle Schnabel, la future candidate la candidate, puisqu'elle vient de se déclarer à la présidence de la BCE, qui considère qu'il n'y a pas de problème des importations chinoises, que non, finalement, tout va bien, on est en bonne position, we are in the good place, comme on dit. Et ce qui est tout à fait surprenant dans les déclarations de Madame Schnabel, c'est que pour justifier de ce point de vue, elle utilise une série de prix d'importation qui sont les prix nominaux. Autrement dit, on ne tient pas compte de la déflation interne de la Chine et de la contraction, de la forte baisse de la monnaie chinoise, du yuan par rapport à l'euro. Si on tient compte non pas des prix nominaux, mais des prix réels, c'est-à-dire en fait de l'évolution en volume, eh bien vous avez une hausse de près de 20% des importations chinoises depuis un an. Donc oui, bien évidemment, la Chine est un problème pour la zone euro. Il n'y a bien que M. Mélenchon qui considère le contraire. La BCE, malheureusement, ne fait pas le nécessaire pour tirer les conséquences de ce diagnostic et soutenir la demande européenne. C'est-à-dire ce qui nous menace à vos yeux, c'est une déflation ici en Europe, et donc pas de raison pour la BCE d'attendre davantage pour baisser ses taux. Elle devrait la semaine prochaine sans doute annoncer un nouveau statu quo. Vous dites, elle va encore une fois se tromper. C'est ça, il y a deux problèmes pour la BCE. C'est que d'une part, non seulement elle ne baisse pas ses taux d'intérêt à court terme, mais elle envisage de les remonter, puisque Isabelle Schnabel a dit que vraisemblablement, on devra les remonter en 2026. Et d'ailleurs, le marché price à 20% une hausse des taux d'intérêt en 2026 en zone euro. Mais le plus important, c'est pas tellement les taux courts, c'est les taux longs, parce que depuis maintenant plus d'un an, la BCE mène de façon forcenée la contraction de son bilan. Il faut bien comprendre pour nos auditeurs que la Banque centrale a deux moyens d'agir sur les taux d'intérêt. D'une part sur les taux courts, mais également sur le volume d'obligations d'État notamment, et de titres de toutes sortes d'ailleurs qu'elle détient. Et depuis plus d'un an, aujourd'hui, elle vend ces titres sur le marché, plutôt elle ne les renouvelle pas, ce qui crée nécessairement une tension sur les prix. On le voit aujourd'hui sur les marchés de taux. Et les taux longs, c'est bien eux qui déterminent les conditions de financement des acteurs de l'économie. C'est eux qui déterminent l'achat d'un appartement par les ménages, le financement d'un investissement, d'une acquisition par une PME, par une entreprise. Et c'est là où est le problème. Aujourd'hui, on a une croissance quasiment nulle, avec des taux nominaux à long terme qui sont supérieurs à 3%. Je crois que là, c'est un vrai sujet. Et je suis heureux de voir que le président de la République s'en est saisi hier dans l'avion en revenant de Pékin. Voilà. Effectivement, Emmanuel Macron revient de Pékin et il menace Pékin de droits de douane supplémentaires dans les prochains mois. Si Pékin ne fait pas d'efforts, l'Europe, en quelque sorte, adosserait une stratégie trumpienne. Enfin, est-ce que l'Europe en a les moyens? Est-ce que ce serait efficace? Comment vous voyez les propositions d'Emmanuel Macron, la menace à Pékin? Écoutez, est-ce que l'Europe en a les moyens? Bien évidemment qu'elle les a. On est 500 millions d'habitants. On peut quand même, je crois qu'on était il y a encore quelques années le premier marché du monde, la première économie mondiale. Donc bien évidemment, l'Europe en a les moyens. Est-ce que c'est une stratégie trumpienne? Bon, en partie. Là-dessus, je suis assez agnostique. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où vous décidez de développer un pays, un territoire, de défendre les populations, il faut se protéger. Et je pense qu'en matière de commerce international, beaucoup d'élites
élites européennes, et curieusement qui venaient plutôt de la deuxième gauche, étaient d'une forme de mercantilisme un peu candide. C'est très sympathique de s'ouvrir au commerce international, et ça a permis effectivement la montée en puissance de la Chine. Mais le commerce, comme son nom le montre, c'est un échange. Donc il faut vendre, mais il faut également acheter. Le problème des Chinois, c'est que pour le moment, ils ne font que vendre, et ils achètent bien peu. Effectivement. Alors on va voir comment les choses évoluent, effectivement, comment ce rapport de force est amené à se transformer peut-être. Est-ce que les Chinois aussi seront de mieux en mieux accueillis au sein de nos groupes? C'est une autre proposition d'Emmanuel Macron. Accueillir les groupes chinois, les Chinois au sein de nos entreprises en échange d'une forme de transfert de technologie, mais des technologies chinoises dont nous, on apprendrait à profiter, comme eux ont appris à profiter des nôtres il y a une vingtaine d'années. Oui, pourquoi pas. Encore faut-il que ce soit véritablement de réels établissements et pas simplement des centres où on assemble une batterie sur un châssis. Il faut de véritables usines, et je crois que la meilleure chose que nous puissions sur lequel on doit compter, c'est quand même le renforcement de nos propres industries, avec un maintien des centres de décision sur le territoire européen. On ne partira pas de zéro sur les batteries électriques, on ne réinventera pas tout seul la batterie électrique. Ils sont tellement en avance. Vous savez ce discours-là, la France a été le premier pays à avoir une voiture électrique. Alors certes, c'était en 1899, mais bon, on a de vraies capacités d'innovation en France. Je crois que je n'ai pas trop de soucis sur le sujet. Cela dit, sur le sujet du financement, les Chinois, ils ont pour eux une population qui adore placer son argent en bourse. On a vu, par exemple, Mo Threads, le petit Nvidia chinois qui a bondi de 80% pour son premier jour de bourse, soutenu massivement par les particuliers qui veulent, et souvent avec effet de levier, c'est-à-dire qu'ils empruntent pour aller miser leur argent en bourse. Et ça, c'est un catalyseur puissant. Nous, on l'a pas. C'est compliqué. Oui, écoutez, je crois qu'on a quand même beaucoup d'épargne en Europe. Oui, mais c'est l'un des problèmes que nous avons. Et le problème des Chinois, c'est qu'eux également ont beaucoup d'épargne. Il faudrait que les Chinois consomment davantage, qu'ils investissent un peu moins dans l'immobilier, un peu moins dans les batteries, et que en Europe, on soutienne davantage la demande interne. Donc aujourd'hui, le problème du monde, c'est qu'on a trop d'épargne. C'est pas tellement qu'on a trop de dettes, c'est qu'on a trop d'épargne. L'introduction en bourse vendredi du Nvidia chinois, Mo Threads, a été sursouscrite 4000 fois. C'est-à-dire que la demande des particuliers, entre autres, a été 4000 fois supérieure à l'offre. C'est peut-être le signe, justement, qu'ils sont en train, eux, peut-être pas nous encore, mais eux, de faire la bascule. Les Chinois, pourtant, c'est un pays communiste, de basculer les particuliers de l'immobilier vers la bourse. Est-ce que c'est pas un empire boursier là qui est en train peut-être de commencer à se bâtir? On le verra. Je pense que la Chine souffre d'un surinvestissement et elle ne prend pas, visiblement, elle ne prend pas tout à fait le chemin pour corriger cet état de fait. Et les chiffres que vous évoquez, les comportements également que vous évoquez, ne font que renforcer, me semble-t-il, cette analyse. Est-ce que promouvoir la bourse n'est pas la meilleure façon de relancer la natalité? Donald Trump propose un chèque de $1000 pour chaque nouveau-né, $1000 qui devront être investis en bourse. Est-ce que, quelque part, ça pourrait relancer la natalité? Alors, pourquoi pas? Je crois que la meilleure façon de relancer la natalité, c'est d'avoir quand même de la croissance et d'avoir un environnement avec des perspectives qui font que les gens ont envie d'avoir des enfants. La bourse peut en offrir. Bon, la bourse peut en offrir, mais je crois que la bourse n'est jamais que le reflet de l'économie globale. Si aujourd'hui la bourse se porte bien aux États-Unis, c'est que vous avez eu une politique de soutien à la demande interne, que vous avez eu également une banque centrale qui a fait le jeu, qui a baissé les taux d'intérêt, qui a accompagné les politiques du gouvernement fédéral depuis le premier mandat de Trump jusqu'à aujourd'hui et en passant par Biden. En Europe, c'est pas tout à fait le cas. D'ailleurs, depuis 1947, il faut savoir qu'en France, les naissances étaient supérieures aux décès sur une moyenne mobile 12 mois. Depuis quelques semaines, maintenant, ce sont les décès qui sont supérieurs aux naissances. Quand vous voyez l'évolution de la courbe des naissances, c'est extrêmement corrélé à la croissance et à la politique monétaire. Donc, on a souffert de la politique de désinflation compétitive et d'alignement sur le marque, de la crise de la zone euro et du choc monétaire que la BCE s'est enorgueillie d'infliger au pays depuis 2 ans. Et donc de ce fait, les naissances diminuent. C'est ça le problème. Donc offrir un peu de bourse aux bébés, c'est pas ça qui relancera la natalité. Peut-être là-bas, ils y croient, les Américains, à la bourse. Oui, se dire c'est un levier d'avenir. C'est Trump qui y croit. Enfin, ils y croient parce que leur économie va effectivement mieux que la nôtre. Hein. C'est surtout ça. Quand vous avez une bonne économie, vous avez des naissances. Et c'est ce qui s'est passé en 1945 et dans les années 60. Enfin, les Chinois, ils n'ont pas beaucoup de naissances. Il y a
peu de pays qui ont beaucoup de naissances aujourd'hui, même ceux qui ont une grosse croissance. Même l'Inde voit sa natalité. C'est exact, mais il y a d'autres phénomènes qui jouent. C'est des phénomènes aussi qui sont liés au passé, qui sont liés également à la politique de l'enfant unique en Chine. Enfin, vous connaissez également tous ces aspects. Je pense que si on avait davantage de visibilité en Europe, on aurait davantage d'enfants. Et pendant ce temps, vendredi, les députés ont voté la hausse de la CSG, si bien que pour ceux qui investissent en bourse, pour bâtir leur avenir, peut-être compléter leur future retraite, eh bien, ils paieront plus. La flat tax va passer à plus de 31%. Oui. Voilà, c'est pas un bon message. Indéniablement, c'est pas un bon message. Mais là encore, si on avait davantage de croissance, on pourrait régler le problème du déficit sans augmenter les impôts. Mais c'est un sujet qui n'est pas abordé par le Parlement. En fait, on discute d'un budget sans parler de politique monétaire ni de politique économique. C'est assez paradoxal. C'est la financière de la cité. Il parle toujours très cash. C'est Emmanuel Salle qui est venu malgré son pied cassé. D'ailleurs, on vous remercie beaucoup, Emmanuel, d'être passé nous voir. Je vous en prie. En plateau, physiquement.